Pénélope McQuaid, bienvenue dans Charlevoix. Merci beaucoup. C'est pas votre première visite, là, parce qu'on vous a aperçu l'été dans le cadre du festif, mais est-ce que vous venez, à part les événements, par plaisir? Bien, quand j'étais jeune, on faisait de la voile. Alors, on passait dans la région, puis on arrêtait à plusieurs endroits quand j'étais jeune adolescente. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais pas venue de façon aussi régulière. Mais depuis quelques années, je tombe en amour avec le festif. Donc, c'est sûr que ça m'amène chaque année. Puis là, plus je viens, plus je tombe en amour avec d'autres parties de l'endroit, comme le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Alors, à chaque fois que je viens, je tombe en amour avec quelque chose de plus, fait que ça m'amène à revenir de plus en plus souvent. Parce qu'effectivement, ce soir, c'est une première. La raison pourquoi vous êtes dans Charlevoix et à Baie-Saint-Paul, entre autres, c'est pour le 13e cocktail de levée de fonds, dans le fond, pour le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Absolument. Martin Ouellette m'a mis le grappin dessus cet été quand je suis passée au festif. Puis j'ai eu tellement de plaisir à me faire guider par lui à travers l'exposition Révolution Bordua. J'ai été charmée par son dynamisme, premièrement. Ça en prend une grosse dose quand on veut faire bouger les choses culturellement puis qu'on veut avoir une institution qui a des prétentions comme celle, je dis prétention dans le bon sens, là, mais qui a des aspirations comme celle du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Il faut être dynamique, il faut vraiment être capable de faire bouger des montagnes, en quelque sorte. Et c'est, si je comprends bien, parce que moi, j'ai découvert le musée juste récemment, mais si je comprends bien, il y a un travail qui a été fait depuis de nombreuses années, dans les 15 dernières années, je pense, très, très fort pour amener le musée où il est aujourd'hui, justement, l'amener à un niveau de présenter des expositions nationales, d'envergure nationale. Puis moi, quand j'ai rencontré Martin, j'ai vraiment senti tout ce souffle-là qui l'habitait. Le symposium, on a parlé du symposium, on a parlé du fait qu'il y avait... il s'était associé avec l'école à côté, a acheté l'édifice de l'école à côté pour en faire une résidence pour les artistes qui viennent du monde entier, résidence ouverte au public. Donc, pour moi, c'était vraiment une rencontre qui colle tout à fait avec ma perception de ce qu'est la culture, de la démocratisation de l'art. L'art contemporain, ça peut être intimidant des fois, et je trouve qu'ils ont une façon de présenter le travail des artistes et de parler au public qui, moi, me rejoignait beaucoup. Alors, je tenais à être ici ce soir. C'est tout naturel d'être associé à un événement culturel comme celui du musée. Bien, oui, parce que il y a l'art contemporain aussi qui m'intéresse énormément. Moi, à Montréal, mon musée préféré, c'est le Musée d'art contemporain, le MAC. Quand je voyage dans d'autres villes, c'est pas mal le premier musée qui m'attire tout le temps. Ça parle de notre époque vivante, ça parle de nos préoccupations, de nos enjeux sociaux, ça bouleverse, ça confronte. Donc moi, l'art contemporain, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et là, ce soir, c'est un peu particulier parce que, bon, oui, le président d'honneur de cette soirée, c'est Marc Bellemare. Donc déjà là, on est dans un univers de grands connaisseurs avec Marc et de grands passionnés aussi. Parce que je lisais beaucoup d'articles et je me renseignais un peu sur la relation que Marc entretient avec l'art. Et il y a vraiment une façon de l'exprimer qui me touche beaucoup. Il parle de la liberté qu'on peut vivre à travers l'art, pas seulement quand on est artiste, mais aussi quand on reçoit ça, que ça décloisonne les pensées, que ça nous sort de notre zone de confort. Et je me disais, il parle de liberté avec un tel engouement, puis une telle passion. Je me disais, ça doit pas être quelque chose qu'il connaît peut-être tant que ça dans son métier d'avocat et de politicien, parce que je pense pas que la liberté, c'est nécessairement la chose qui est la plus facile à vivre quand on est dans des métiers comme ceux-là. Alors, je voyais bien à travers l'art tout ce qu'il allait chercher dans ça, qui manque à nos vies, j'allais dire à sa vie, mais à nos vies de façon générale. On a des vies très compartimentées, on a des vies où est-ce qu'on est très dans le rationnel, dans la performance. Et quand on se retrouve face à des œuvres d'art contemporain, il y a tellement une humilité qui s'installe, une incompréhension, des questionnements, des émotions. On est en perte de contrôle pour moi. C'est ce que moi, je vais chercher dans l'art contemporain.
Donc, pour moi, c'était naturel d'allier mon appréciation de la région avec mon amour pour l'art contemporain. Vous avez plusieurs années de métier, radio, magazine, télévision. Aujourd'hui, on vous voit effectivement avec les échangistes. À travers, je suis un petit peu curieux parce qu'avec le métier que vous avez touché à différents médias. Je veux dire, lequel qui vous, comment dire ça, qui vous a titillé le plus là, comme tel? Bien, moi, c'est drôle parce que je voulais pas faire de télévision quand j'étais au cégep et à l'université. Je voulais pas faire de télévision parce que je voulais pas suivre dans les traces de mon père. Parce que je voulais être indépendante, forger ma propre voix. Je savais bien qu'être la fille dans le métier, ce serait peut-être pas évident. Fait qu'on dirait que j'avais comme enlevé ça de mon esprit très, très jeune de suivre dans les traces de mon père. Et je me suis retrouvée 3 jours après mon bac en journalisme écrit. Je me suis retrouvée en télévision. Évidemment, la force des choses nous ramène toujours où est-ce qu'on doit être dans la vie. Donc forcément, c'était l'endroit qui était prédestiné pour moi. Alors, la télévision, je suis tombée dedans vraiment par passion. C'est pas quelque chose que je rêvais de faire, c'est pas quelque chose que je fais à tout prix parce que pour moi, je pourrais quitter ce métier-là et le métier pourrait me quitter n'importe quand. Donc, je le fais vraiment parce que j'y prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis c'est un plaisir qui est renouvelé. La télévision, c'est un médium qui change énormément, qui se transforme beaucoup avec des années fastes, des années plus difficiles, des années très créatives, d'autres années où il y a peu de création, ou peu de prise de risque qui se font. Et à travers ces 25 années-là où j'en ai fait, j'ai vécu tout ça, mais il y a une grande possibilité de se réinventer. En tout cas, moi, j'ai eu la chance, dans ma carrière, de pouvoir me réinventer plusieurs fois à travers 25 années. Et je me suis jamais lassée de la télévision. Et heureusement, la télévision s'est jamais lassée de moi, en tout cas pas pour l'instant. Mais je dois avouer qu'en vieillissant, la radio est quelque chose qui m'attire beaucoup. La radio de contenu, la radio parlée... c'est quelque chose que je commence à regarder avec grand désir, en me faisant une espèce de peut-être de plan dans ma tête, parce que je trouve que c'est un médium. J'ai connu des gros talk-shows, des gros plateaux, le glamour, tout ça. Et on dirait que là, en vieillissant, j'ai envie de quelque chose de plus... Oui, de l'intimité, d'un médium qui ment pas, parce qu'on n'est pas maquillé, on n'est pas fardé, on n'est pas coiffé, et où la voix ment pas, et où le rapport au temps aussi est différent, le rapport à l'écoute que les gens ont. J'aurais envie de revenir à ça. J'en ai déjà fait plus jeune, puis j'en ai fait en fait un peu tout au long de ma carrière, mais il y a quelque chose dans les radios parlées qui existent en ce moment qui m'intéresserait. Récemment. Donc, c'est une nouvelle approche, dans le fond, par rapport à un traitement de sujet. Troller les trolls. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est? Je sais que ça va passer à Télé-Québec. En fait, c'est un documentaire qui est disponible sur le site de Télé-Québec qui a été diffusé au début du mois d'octobre, Troller les trolls, avec Hugo Latulippe. Hugo Latulippe qui fait... C'est un des plus grands réalisateurs de documentaires qu'on a au Québec et c'est un des citoyens les plus engagés que moi j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, on s'est questionné ensemble à savoir comment ça se fait que dans notre vie numérique, sur les réseaux sociaux, sur les sites web, comment ça se fait qu'on en est venu à avoir un ton qui est acrimonieux, toxique, menaçant, qui porte à l'inquiétude. On a vu il y a quelques années nos conversations sur ces plateformes numériques-là changer de ton. Alors, on a eu envie de se questionner comment ça se fait qu'on était arrivé là, où est-ce que ça va mener
si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui? Qu'est-ce que ça dit de nous? Est-ce que c'est un miroir fidèle de ce qu'est le Québec? Parce que on pourrait, quelqu'un qui débarque ici, dans notre pays demain et qui regarde sur les réseaux sociaux pourrait facilement penser qu'on est raciste, qu'on est homophobe, qu'on est misogyne. Évidemment, c'est ceux qui crient le plus fort et de façon le plus agressive qui sont lus et entendus sur ces réseaux-là. Mais ça donne quand même l'impression d'un recul, je trouve, une fermeture chez les Québécois. Ça donne l'impression qu'on n'est pas si avancé qu'on pourrait le penser. Évidemment, ce n'est qu'une impression. Fort heureusement, le Québec demeure un endroit très ouvert, demeure un endroit d'inclusion, demeure un endroit curieux, demeure un endroit, je pense, d'avant-garde aussi. Mais on a voulu, Hugo Latulippe et moi, s'attarder à qui sont les gens qui écrivent ces messages-là, l'effet que ça a sur les gens qui les lisent, que ce soit envoyé de façon, que ce soit une menace qui est envoyée dans ma boîte dans ma boîte Facebook privée, ou que ce soit que je lis les commentaires sous les articles de la presse du Journal de Montréal et que je vois le ton. Ça aussi, ça mine un peu le climat social. Fait qu'on a voulu un peu 50 minutes, c'est bien court pour le faire, là, mais on a voulu un peu faire un état de la situation, premièrement, comme une espèce de claque d'en face. Puis il y a une espèce de claque d'en face, parce qu'en montrant la situation telle qu'elle est, dans les 3 premières minutes du documentaire, on voit à quel point il y a un ton qui est vraiment dur. Et à quel point c'est gênant qu'on soit là au Québec, mais c'est pas juste le Québec, là. Puis on se rend compte un peu de la situation, puis on se rend compte finalement qu'on est bien du monde à penser comme ça. C'est ça que le documentaire a eu comme effet. C'est qu'on s'est rendu compte que à peu près tout le monde qui est sur les réseaux sociaux se sont rendus compte de ça. Ils se sentent un peu démunis par rapport à ça. Donc, on est allé voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire auprès de la police, avec le système légal, en termes d'éducation aussi de nos jeunes, de l'éducation populaire aussi que nous, on peut faire. Puis c'est un documentaire qui a eu de très, très grosses répercussions, parce que je pense qu'on a mis le doigt sur une préoccupation en ce moment, puis il faudra voir si ça donne lieu à des suites. Vous avez eu des sons de cloche suite à la diffusion? Oui, absolument. On s'est rendu compte qu'on avait vraiment mis le doigt sur quelque chose qui minait la vie numérique des Québécois. Il y a eu, par exemple, Hugo et moi, on va aller parler aux étudiants à l'Université de Montréal. On a été invités aussi par le Cégep de Sherbrooke. Je m'en vais rencontrer plein d'étudiants dans plein de secondaires pour parler de ça, d'intimidation, de violence verbale, de fake news, en fait, de tous ces phénomènes qui apparaissent sur les réseaux sociaux, puis qui sont des codes de communication qui sont inacceptables dans la vraie vie, mais pourquoi est-ce qu'ils sont tolérables dans la vie numérique? Alors, on va discuter de ça. Donc, oui, il y a eu beaucoup de répercussions. Puis les répercussions, pour moi, ça a été un grand désir de faire d'autres documentaires. Ce soir, c'est votre première en tant qu'animatrice, mais en même temps, vous allez jouer un petit peu un rôle de vendeuse d'art. En fait, je vais plutôt assister à cet encan à la criée. Mais c'est quelque chose que j'aime faire parce que c'est le fun de voir le microcosme d'une salle quand il se met à avoir un encan à la criée comme ça. Mais ce soir, on est assez privilégiés parce que il y a de véritables collectionneurs d'art. Il y a vraiment quelques dizaines de collectionneurs d'art de la région de Québec, aussi de Montréal, qui sont descendus, donc ils savent, qui connaissent exactement la valeur de ce qu'il y a ici, qui ont probablement déjà commencé à faire leur shopping un peu dans leur tête. Donc ça va être intéressant. C'est la première fois que je vais assister à un encan à la criée avec de véritables collectionneurs qui sont en bon nombre. Donc ça va être très intéressant. Puis c'est intéressant aussi de voir, de voir les gens se taquiner du milieu des affaires entre eux. Toi, t'as les moyens, toi ci, toi ça. C'est toujours quelque chose qui est vraiment le fun. Puis il y a un encan silencieux aussi pour les gens qui sont peut-être un petit peu intimidés par l'encan à la criée et qui veulent peut-être commencer du shopping de Noël, là, parce que c'est une excellente façon de le faire aussi. Mais ouais, je pense que si la soirée est à l'image du dynamisme du musée, dans Contemporaine Baie-Saint-Paul, on devrait vraiment passer une belle soirée.
Est-ce qu'on s'est fixé un objectif sur la totale ou le musée s'est-il fixé un objectif? Je n'ai aucune espèce d'idée parce que ça, c'est toujours tellement touchy parce que ça dépend. Les gens sont tellement sollicités de donner à toutes sortes de causes, toutes bonnes. Donc, c'est toujours un peu délicat de se fixer un objectif parce que on ne peut pas mesurer le succès juste à un nombre grandissant de sous d'année en année. Donc, c'est sûr qu'on veut plus que l'année passée. Mais je pense, en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est une année record pour ce qui est des ventes de billets dans la salle. C'est complet depuis déjà 2 semaines et c'est la première fois que c'est aussi couru. Et on a dû d'ailleurs agrandir un peu la salle pour faire rentrer plus de monde. Alors ça, déjà, en partant, c'est... on a dépassé nos objectifs pour ce qui est de la salle. Ça augure bien. Ça augure bien. C'est bien parti, comme on dit, effectivement. Ben, écoutez, merci beaucoup pour l'entrevue. Je vous laisse aller vous préparer parce que c'est très bientôt que ça commence. Oui, merci. Au plaisir de vous revoir dans Charlevoix. Absolument. Et on vous écoute à la télévision. Merci, c'est très gentil. On se dit à l'été prochain au festif. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Quand j'étais petite, on passait nos étés sur un voilier, fait qu'on est passé par le coin, on a visité, mais c'était comme un peu enfoui. Et là, grâce au festif de Baie-Saint-Paul, dont il y a des gens ici dans la salle, je suis retombée en amour avec cette région. Un amour fou parce qu'ici, on ne fait rien comme tout le monde. Le festif en est la preuve. De tous les festivals, c'est le meilleur. Mon chum est porte-parole d'un autre festival dans un autre coin du Québec. Fait que lui, il peut pas le dire, mais moi, je peux le dire. Le festif est le meilleur festival de musique qu'il y a pas au Québec. Et je le dis tous. Et je dis pas ça parce que vous êtes ici. C'est à cause de ça que moi, je suis ici. Et de coup de cœur en coup de cœur, parce que c'est aussi ça quand on vient ici, un coup de cœur m'a mené à un autre coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour Martin Ouellette, directeur du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Et quand on a un coup de cœur pour Martin, automatiquement, on a un coup de cœur pour le musée parce que c'est tellement incarné ce qu'il fait. Et là, ce soir, je commence à comprendre toute l'histoire qu'il y a derrière ce musée-là et à quel point les gens qui s'en sont occupés par le passé ont été aussi engagés et ont fait de cet endroit. Et on perpétue, l'équipe qui est en place là perpétue la tradition de dynamisme de ce musée-là qui fait des miracles avec pas grand-chose. Je suis repartie à Montréal, une fière ambassadrice du musée, puis quand l'occasion s'est présentée de pouvoir être ici ce soir, mais je pouvais pas refuser. Et évidemment que ce musée-là, et c'est souvent comme ça que ça fonctionne hors des grands centres, mais ici c'est particulier,
on m'avait parlé de l'entrepreneuriat collaboratif qui a lieu dans la région de Baie-Saint-Paul et avec le festif notamment, j'ai pu le voir un peu. Et ce soir, et en préparant cette soirée, en voyant tous les partenaires et amis du musée, j'ai pu comprendre encore à quel point c'est important, évidemment, que sans vous, sans votre support, sans tous les alliés qui sont ici, le musée ne pourrait pas survivre. Alors, je suis honorée et fière de faire partie de votre gang, c'est-à-dire de ceux qui soutiennent le musée. Je pense qu'on peut donner une grande main d'applaudissement à tout le monde. On travaille très fort.